À Londres, des tours d'habitation ont été construites après la Seconde Guerre mondiale comme option abordable. Cependant, avec le temps, elles se sont détériorées et sont devenues des refuges pour les criminels. Les promoteurs ont commencé à les racheter pour les démolir, mais beaucoup existent encore car il est difficile d'expulser les locataires. Un immeuble appelé Serenity House sera détruit dès qu'ils auront réussi à faire partir les derniers habitants du dernier étage. Une nuit, un adolescent nommé Nick fuit 2 voyous. Il entre dans Serenity House, mais l'ascenseur est en panne, alors il monte les escaliers en courant vers le dernier étage. Il frappe aux portes en suppliant de l'aide, mais les gens l'ignorent et vérifient même que leurs portes sont bien fermées. Finalement, les voyous le rattrapent et le maîtrisent pour le battre violemment. Entendant le bruit, Becky regarde par le judas et comprend ce qui se passe. Elle appelle la police, mais doit attendre en ligne. Désespérée, elle sort pour tenter d'arrêter les agresseurs, qui la maîtrisent et la battent aussi. Une fois à terre, il traîne Nick tandis qu'il continue de supplier. Le lendemain, la police enquête car Nick a été retrouvé mort. Becky n'y avoir vu quoi que ce soit et justifie ses blessures par un vol à l'arraché. Mais le détective Devlin sait que les ambulanciers l'ont trouvé dans le couloir et conclut que ce sont les mêmes voyous, bien qu'elle affirme ne pas avoir vu leur visage. Devlin est furieux car personne dans l'immeuble ne veut aider à identifier les assaillants et promet une protection à tout témoin, mais Becky lui claque la porte au nez. 3 mois plus tard, Curtis fait le tour des appartements pour extorquer de l'argent aux voisins. Becky l'insulte en apprenant que le tarif va bientôt augmenter. Neville refuse de se laisser intimider et ne paie que pour protéger sa femme Vivian. Les dealers locaux Gary et Mark proposent leur aide, mais Curtis leur vole leurs cigarettes et les ignore. Seul dans son appartement, Paul essaie de résister à l'alcool, mais sa dépendance l'emporte et il boit. Cette nuit-là, Becky sort et croise Jenny, une voisine qui laisse ses enfants seuls pour faire la fête. Jenny sent que Becky la juge et lui crie dessus. Le lendemain, le service internet de l'immeuble tombe en panne et personne ne peut envoyer de message. Becky se réveille près de son collègue venu pour un plan d'un soir après une fête. Ils prennent le petit déjeuner et discutent de leur relation. Soudain, l'homme est abattu d'une balle dans la tête et tombe tandis que Becky hurle d'horreur. Dans un immeuble voisin, un tireur embusqué se prépare à tirer à nouveau. Dans un autre appartement, Carol et son fils Daniel sont choqués de voir son mari se faire aussi abattre. Le sniper continue de tirer sur les fenêtres du dernier étage, tuant plusieurs résidents et blessant d'autres, certains parvenant à se cacher à temps. Les survivants paniqués se rassemblent dans le couloir, mais aucun téléphone ne fonctionne pour appeler la police. Carol pense qu'il devrait partir, mais l'ascenseur est en panne et Daniel rappelle qu'en sortir faciliterait la tâche du tireur. Gary sort avec Mark blessé et supplie de l'aide, mais Carol lui rappelle qu'ils ne les ont jamais défendus de Curtis et ne le méritent pas. Violet connaît les premiers secours, elle demande de l'alcool et des draps pour soigner les blessures. Jenny sort en larmes car ses 2 enfants ont été tués. Une femme blessée sort aussi, Violet termine de soigner Mark puis court vers elle, mais la femme meurt avant qu'elle ne puisse regarder la blessure. Son mari Jeff, blessé, appelle à l'aide de l'intérieur, alors Becky et Paul rampent pour le rejoindre. Ils le guident vers le couloir, où il craque en découvrant la mort de sa femme. Ensuite, il remarque que Curtis a disparu, Becky et Paul vont le chercher. Elle crie et frappe à sa porte, sans réponse, puis la défonce. Il fouille l'appartement et trouve Curtis au lit. Quand elle le touche, il croit être attaqué, la pousse contre les meubles et sort un couteau. Becky lui parle du sniper et des morts, mais Curtis refuse de croire et veut qu'elle ouvre les rideaux pour vérifier. Effrayée d'être tirée dessus, elle refuse. Paul frappe Curtis avec une poubelle et insiste pour qu'il ouvre les rideaux pendant que Becky s'échappe. Caché derrière un mur, il voit Curtis ouvrir les rideaux, et son oreiller est immédiatement criblé de balles. Après s'être changé, Curtis rejoint les autres dans le couloir. Le groupe discute de la situation et se demande si le promoteur est responsable, mais il pense que la police le soupçonnerait vite. Ce n'est pas un psychopathe au hasard, car l'arme est un matériel militaire coûteux avec viseur laser. Des affiches faites maison avec des émoticônes ornent les murs, et Internet a probablement été coupé exprès, donc c'est quelqu'un d'organisé. Becky vérifie l'issue de secours, trop exposée. Neville pense qu'ils doivent attendre que la police remarque les tirs ou que le sniper parte. Mais Mark souffre beaucoup et a besoin d'un médecin, alors Becky suggère qu'il descende par l'arrière pour s'échapper sans être vu. Curtis veut retourner dans son appartement, mais Neville lui rappelle qu'ils ont payé sa protection. Quand Curtis l'ignore, Neville le met au sol en quelques coups, révélant qu'il est ancien soldat. Becky en profite pour lui donner un coup dans l'aine et lui dire qu'il ne contrôle plus rien. Le groupe tente d'ouvrir les portes de l'ascenseur, Daniel apporte les outils de son père. Jeff réussit à ouvrir, mais est aussitôt tué par une balle. Tous se cachent tandis que Becky utilise un miroir pour découvrir que le sniper a tendu un piège. Curtis enlève l'arme avant qu'eux et Becky ne ramènent le corps de Jeff à son appartement où se trouve aussi sa femme. Ensuite, Becky, Paul et Curtis descendent par l'échelle dans la cage d'ascenseur, atteignent les portes du rez-de-chaussée et les ouvrent avec l'outil. Là aussi, des affiches décorent les murs.
La porte arrière ne s'ouvre pas, alors Curtis la démonte avec les outils. Paul la retire, mais il découvre qu'un énorme conteneur bloque la sortie, trop lourd pour être déplacé. Ils n'ont d'autre choix que de remonter au dernier étage. Pendant ce temps, Mark souffre toujours et prend des médicaments en ignorant les avertissements de Gary. Le groupe débat d'autres options. Becky propose d'envoyer quelqu'un sur le toit pour descendre derrière l'immeuble avec des draps. Violet rétorque qu'ils sont trop courts et suggère d'attacher des tuyaux d'incendie. Une dispute éclate sur qui prendra ce risque, tandis qu'il s'interroge encore sur les raisons de tout ça. Jenny remarque que les émoticônes représentent les 3 singes de la sagesse. Ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal, ne pas dire le mal. Elle comprend qu'ils sont tués en représailles de ne pas avoir aidé Nick ni la police. Acceptant son sort, Jenny veut rejoindre ses enfants et entre dans son appartement où elle est immédiatement abattue. Tout le monde est attristé, mais Curtis les traite d'hypocrites car ils ont tous jugé Jenny sur sa façon de gérer ses enfants bruyants. À la nuit tombée, Carol propose d'éteindre les lumières et de sortir discrètement, mais les autres rappellent que le sniper a sûrement une vision nocturne. Curtis remarque que les émoticônes sont sur les murs mais aussi peintes sur les portes de Mark et Gary. Ceux-ci prétendent ne rien savoir, alors Curtis les enferme pour leur parler. Après avoir verrouillé la porte, il les gronde pour leur négligence et les accuse d'avoir tué Nick. Il nie encore, alors Curtis serre la blessure de Mark jusqu'à sa confession. Mark et Gary sont les voyous qui ont battu Nick pour une dette, mais sa mort était un accident. Ils parlent si fort que les voisins entendent et débattent de livrer les coupables au sniper pour se sauver. Curtis estime qu'ils doivent assumer, et quand ils refusent, il les frappe. Après quelques coups, Curtis place Gary devant la fenêtre et ouvre le rideau. Gary est rapidement abattu. Les survivants paniquent et frappent à la porte sans succès. Voyant Mark essayer de fuir, Curtis le saisit, le frappe puis le plaque contre la fenêtre, où Mark est aussi tué. Après avoir bu un peu d'alcool et jeté les affiches sur les corps, Curtis revient dans le couloir et raconte ses actes, se justifiant face aux reproches de Becky. Carol pense que c'est fini et tente de partir avec Daniel, mais les autres essaient de l'en empêcher car ils ne sont pas sûrs que le sniper est fini. Quand Becky tente de lui faire entendre raison, Carol lui dit qu'elle ne peut pas comprendre la perte d'un être cher puisqu'elle n'a perdu qu'un compagnon de lit, ce qui pousse Becky à lui donner une gifle. Le groupe bloque l'issue de secours et convainc Carol de laisser au moins Daniel derrière. Suivant les conseils de Curtis, Carol sort un bras puis, ne voyant rien, sort complètement. Comme aucun coup de feu ne retentit, elle descend les escaliers, suivie par Daniel avant que les autres ne puissent l'arrêter. Ils descendent en courant jusqu'à la porte arrière où Daniel utilise l'interphone pour rassurer le groupe. Mais dès que Carol fait quelques pas dehors, le sniper l'abat. Terrifié, Daniel saisit une tôle métallique comme bouclier et tente de fuir, mais le sniper lui tire dans la main pour le faire lâcher et le tue aussi. Becky veut alors tenter son plan sur le toit, mais Paul lui demande de rester car elle est la seule à avoir du bon sens, et se porte volontaire à sa place. Comme il explique qu'il n'a personne dans sa vie, elle le serre dans ses bras pour le remercier. Le groupe commence à attacher les tuyaux d'incendie mais s'arrête en voyant que Paul tremble. Il explique ne pas avoir bu depuis 24 heures, ce qui l'affecte. Curtis lui donne du whisky, qu'il boit jusqu'à aller mieux. Curtis brise alors la serrure de la porte du toit avec un marteau. Violet l'ouvre mais est immédiatement abattue par une autre arme cachée. Elle meurt dans les bras de Neville, qui craque. Les autres montent discrètement sur le toit et attachent le tuyau au tuyau du bâtiment. Paul saute rapidement par-dessus le bord et commence à descendre, mais bientôt le sniper tire sur le tuyau. Curtis sort de sa cachette pour le distraire, mais cela ne suffit pas, le sniper continue de tirer jusqu'à ce que le tuyau se rompe et que Paul tombe à sa mort. Becky fait une crise, que Curtis doit maîtriser pour la cacher. Ils reviennent furtivement à l'intérieur, et Becky furieuse annonce qu'ils vont mettre le feu. Elle espère que quelqu'un verra les flammes et appellera à l'aide. Conscient qu'ils risquent de ne pas survivre, les 3 derniers résidents acceptent un dernier repas avec du vin. Le matin, Becky et Neville commencent à descendre par la cage d'ascenseur pendant que Curtis verse de l'huile devant chaque appartement. Une fois au rez-de-chaussée, Curtis place des objets métalliques dans le micro-ondes qu'il met en marche, allume aussi la cuisinière, puis enflamme du papier journal qu'il jette sur l'huile pour déclencher l'incendie. En descendant le couloir, le micro-ondes explose dans un appartement, suivi d'une explosion plus forte visible de l'extérieur. En descendant l'échelle, Curtis tombe à cause d'une vis desserrée, il survit mais se casse une jambe. Becky et Curtis la bandent avec leur chemise et une ceinture. Au dernier étage, les flammes se propagent, grandissent et génèrent beaucoup de fumée. Bientôt, le promoteur et son assistant arrivent, mais leur téléphone ne fonctionne pas non plus. En sortant vérifier les corps, ils sont aussi abattus, le sniper étant juste à côté. Becky entend tout effet porter Curtis par Neville dans un appartement tandis qu'elle se cache sur l'ascenseur. Le sniper lance une grenade fumigène dans le couloir et fouille. Quand il s'éloigne de la porte, Becky sort discrètement et parvient à quitter l'immeuble. Dans la voiture du promoteur, elle trouve un pistolet à clous qu'elle ramène à l'intérieur pour tirer sur le sniper. Il se retourne et lui tire dessus, la blessant à l'épaule.
Neville et Curtis en profitent pour sortir et attaquer le sniper, le forçant à lâcher son arme. Becky le menace avec le pistolet à clous tandis que Neville lui enlève son masque, révélant le détective Devlin, qui dit qu'ils le méritent tous pour ne pas avoir aidé la justice. Becky et Neville le frappent en évoquant les enfants de génie, trop jeunes et innocents. Curtis tente de calmer Becky, lui disant qu'elle ne sera plus jamais la même après avoir ôté une vie. Devlin profite de la distraction pour assommer Neville avec un tasé, puis lutte avec Becky pour le pistolet. Elle tente de se défendre, mais il la domine. Curtis essaie aussi de l'attaquer, mais blessé, il est vite maîtrisé. Quand Devlin s'apprête à tirer sur Becky, elle sort le pistolet à clous et lui tire une balle dans la tête, le tuant enfin. Les 3 survivants peuvent enfin quitter le bâtiment, entendant la sirène des pompiers.